Alors, les gouvernants devront rendre des comptes, ça c'est sûr, plus tard, et ce n'est pas l'objet du sujet de maintenant. Ils devront rendre des comptes plus tard de leur inconséquence. Comment dire, j'ai entendu trop de conseillers, franchement, c'est scandaleux, je le dis très clairement. On a dit, qu'a fait l'État? L'État a dit, c'était pas nécessaire que si on n'était pas malade, c'était pas nécessaire de porter un masque. Tout ça dans un souci d'économie de masques. Mais quand on dit ça, on envoie comme message que finalement, si on n'est pas malade, ben, après tout, on risque pas grand-chose. En fait, si, on risque. D'abord, on peut être porteur sain, on peut transmettre, et ensuite, on peut l'attraper si on n'a pas une barrière devant son nez, devant sa bouche. Donc, ce message était contradictoire, pas clair. Comment voulez-vous que la population le comprenne? Ensuite, j'ai entendu dire, quand même, des hauts responsables de la santé publique dire ce virus ne flotte pas dans l'air, à propos d'une journaliste sur Euro Disney. Je suis désolé, mais oui, c'est un virus qui flotte dans l'air, justement. C'est-à-dire que les aérosols sont bien dans l'air. Donc, la transmission est bien aérienne. Donc, dire ça, c'est un message absolument contradictoire. Je vois bien ce qu'il a voulu dire. Il voulait parler des postillons, des gouttelettes qui tombaient dans l'air et que, évidemment, il ne faisait pas allusion aux aérosols qui, eux, restent dans l'air un certain temps. Et puis, d'autres responsables ont dit le masque chirurgical, c'est à peu près pareil que le masque FFP2. Je crie au secours. Et j'ai entendu une responsable du gouvernement dire je ne sais pas mettre un masque. Oui, c'était très drôle. On l'a Non, relu. non, mais ça, c'est proprement incroyable. Incroyable. On a, avec plein de conseillers, je ne sais pas mettre un masque, mais c'est grave de dire ça. Je le dis très clairement. Alors, ce n'est pas le moment de polémiquer parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est agir dans l'action et donc, il faut retenir le dépistage massif, la capacité de production, durcir le confinement et le respect des gestes barrières et décupler les moyens sanitaires. C'est ça le plus important pour l'instant. À d'autres, à des commissions d'enquête plus tard, de faire leur travail. Ce n'est pas l'objet du moment. Docteur Rebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, clinicien en biologie humaine et immunologie et auteur de tribune sur Mediapart. Je vous remercie déjà d'abord d'avoir accepté de répondre à nos questions. La question qui nous revient le plus souvent par nos lecteurs et nos abonnés, c'est qu'est-ce qu'un coronavirus? Le coronavirus, c'est le nom d'une famille de virus et il y a beaucoup de souches dans cette famille. On va s'arrêter simplement sur les souches qui caractérisent l'espèce humaine. Il y a eu 2 événements marquants de souches de coronavirus qui ont infecté les êtres humains, surtout l'épidémie de Hong Kong en 2003, qui avait quand même duré 10 mois et qui avait un taux de mortalité de 10% et qui a été très difficile, et ensuite dont on a pu tirer quelques conclusions et expériences. Et puis l'épidémie de 2012 au Qatar et en Arabie Saoudite notamment, et puis quelques pays limitrophes, qui avait duré 8 mois. Là, maintenant, on a une nouvelle souche, qui est le Covid-19, qui est partie de Chine. Et il faut très clairement dire, et tout de suite, que ce virus touche absolument toutes les populations. Il n'y a pas de population, il n'y a aucune communauté qui n'est pas touchée. Tout le monde peut être touché par ce virus. D'accord. Et du coup, on voit qu'il est très contagieux. Quel est son mode de transmission? Alors, sa transmission essentielle, c'est la voie aérienne. C'est-à-dire que ça va du nez et de la bouche de quelqu'un au nez à la bouche de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, quand on respire, on exhale des gouttelettes et des aérosols. La différence, c'est que les gouttelettes, quand on tousse et quand on éternue, sont de taille plus grande, 100 à 200 microns, et retombent assez vite au sol, alors que les aérosols plus petits, de 5 microns, flottent dans l'air plus facilement et en cas de courant d'air, par exemple, elles peuvent aller beaucoup plus loin. La contagiosité, c'est ce qui caractérise ce virus. Il est particulièrement contagieux et il est également virulent. Il faut bien distinguer. La contagiosité, c'est la capacité de passer d'une personne à une autre, et la virulence, c'est l'agressivité du virus. Donc ce virus-là semble un peu moins agressif que celui de 2003, mais néanmoins, vous voyez ces chiffres
qui nous impressionnent tous et qui sont assez catastrophiques. D'accord. Et du coup, comme c'est un virus qui est très virulent et qui passe par les voies aériennes, quelles sont les mesures de protection qu'on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut se protéger de ça finalement? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, les mesures de protection, la première des mesures, c'est la barrière entre le nez et la bouche de quelqu'un et le nez et la bouche d'une autre personne, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette barrière, elle est caractérisée par l'utilisation, elle se matérialise sous la forme de masque, on va en parler peut-être un petit peu plus loin, mais cette barrière, elle doit concerner absolument tout le monde, tout le temps et en tout lieu. L'efficacité de cette barrière, elle a été prouvée par, d'une part, une étude, d'autre part, on a un exemple avec le comportement du Japon. D'abord, une étude de 2003, c'est-à-dire que les soignants qui travaillaient 8 à 10 heures par jour et qui étaient face à des patients atteints de coronavirus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sur une étude faite sur 1187 personnes, le simple port d'un masque FFP3 ou P2 même pour certains, et le lavage des mains, cette simple mesure a fait qu'aucun des soignants n'a eu la maladie, en tout cas pour 2003. Donc on en tire toutes les conclusions. Si on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, d'être professeur d'université et même d'être médecin pour comprendre que cette barrière est vraiment capitale, elle est démontrée. Puis vous avez l'exemple du Japon, où la population porte plus le masque que partout ailleurs, et vous avez une épidémie qui est, somme toute, modeste, avec une trentaine de morts seulement, et peut-être 900 cas maintenant. Ah oui. Cette barrière doit s'ajouter, à cette barrière doit s'ajouter d'autres mesures. Alors, les mesures, on les a énumérées déjà, le gouvernement les a énumérées. Il y a le lavage des mains, ça on est d'accord, la distance interpersonnelle, dont il faut faire un tout petit commentaire, parce qu'on dit qu'elle est de 1 mètre, 1,50 m. En réalité, tout dépend. S'il y a un courant d'air dans un sens ou dans un autre, ces aérosols peuvent aller un peu plus loin. On a par exemple décrit une contamination à 14 mètres prouvée dans un bus, puisque les flux d'air allant d'un endroit à un autre, le positionnement des personnes dans le bus a permis d'en déduire ça. Et puis, il y a le fameux tousser. On dit qu'il faut tousser dans le coude ou dans un mouchoir. Juste un petit commentaire au passage. Tousser dans un coude, si on ne désinfecte pas le coude en question et qu'on le touche, on se recontamine avec les mains, d'où l'importance de se laver les mains. Et puis, un point qui n'a vraiment pas du tout été abordé par les gouvernants actuellement, ni même les épidémiologistes, ce sont les toilettes. Les toilettes, on a étudié aux États-Unis, le professeur Gerva en 1975 a testé tout un tas de virus qu'il a déposé dans la cuvette des WC. Et ensuite, il a tiré la chasse, ça provoque un aérosol. Il a testé les aérosols en l'air, le dépôt de ces aérosols sur les murs, sur les portes, partout, sur la cuvette. Et il a montré qu'on pouvait redistribuer le virus largement par les toilettes. Alors, le coronavirus, il a une transmission aérienne, mais il est aussi excrété dans les selles. C'est une de ses particularités. Et c'est ce que vient de prouver une étude scientifique du 4 mars qui a permis de prouver que le Covid-19 est bien excrété dans les selles. Les Chinois l'avaient aussi détecté. Mais cette étude a montré que le danger d'un confinement d'un cluster ou d'une famille dans un appartement, c'est la recontamination par les toilettes. Donc, il y a des mesures à prendre qui sont très importantes. Je les énumère dans l'article de Mediapart. En fait, c'est assez simple. Il ne faut aller dans les toilettes, en tout cas publiques, déjà, et personnel s'il y a une personne contaminée dans la maison, qu'avec un masque, en fermant la bâton, en ayant tiré la chasse une première fois et en retirant la chasse 2 fois. Bon, je rentre un peu plus dans les détails dans l'article, les téléspectateurs pourront en tout cas le regarder. Et puis, il y a les chaussures. Alors, on n'a pas parlé des chaussures. Les chaussures, voyez-vous, quand une personne contaminée postillonne, et un postillon est recouvert de mucus. La durée de vie sur support sec de ce virus, c'est 3 heures à peu près, alors qu'elle est d'environ 10 jours sur un support humide, ou si le virus est bien enveloppé de ce mucus. Un postillon qui est assez gros peut résister quelques jours sur le sol. Vous marchez sur ce sol et vous ramenez aussi le virus à la maison. D'où l'importance d'enlever les chaussures quand on rentre chez soi,
et de désinfecter le dessous des chaussures. Alors là, on va me dire, mais comment se fait-il que ensuite ça recontamine la maison? Eh bien parce que on peut passer l'aspirateur, on peut marcher, déposer, on fait des courants d'air, ces particules de nouveau volent et peuvent être inhalées. Alors dans une proportion que les virologues finalement ne savent pas forcément trop, mais en tout cas, il vaut mieux enlever ses chaussures, c'est une évidence. Voilà, ça c'est pour les mesures de protection, c'était l'essentiel. À la fois la barrière, tout le monde, tout le temps et en tout lieu, et en même temps toutes les autres mesures. D'accord. Justement, en fait, vous êtes partisan du masque pour tous. On l'a lu, on est même plutôt d'accord avec vous, puisqu'on a vu que dans les sociétés qui portent des masques, c'est des situations enfin, de contagion réduite. Mais face à une pénurie de masques, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut avoir pour se protéger? Parce que, pareillement, pour le masque, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Ça serait utile, pas utile? Alors, l'idéal, c'est clair, la barrière, c'est avec quoi? Donc, avec quoi? Donc, il faut interrompre le passage des particules d'un individu à un autre. Donc, c'est forcément le masque qui est l'idéal. On le sait, c'est le masque. Et dans les masques, il y a plusieurs types. Il existe des normes européennes qu'on appelle FFP1, FFP2, FFP3. Il y a des normes américaines qu'on appelle N95, par exemple. Tout ça, ça veut dire très simplement que quand on va de 1 à 3, on a un masque qui va filtrer plus ou moins bien et de mieux en mieux en allant vers 3. Pour vous donner un exemple, un simple masque chirurgical, FFP1, va filtrer 80% des particules, mais il a un taux de fuite de 22%. Donc, il faut savoir que ce n'est pas l'idéal pour des professionnels de santé. Le FFP2 va filtrer 94% pour un taux de fuite de 8%, et le FFP3, beaucoup plus protecteur, 99,95% et 2% de fuite. Donc, le N95, c'est 95% de filtration. Donc, c'est sûr que l'idéal pour les professionnels de santé, c'est un FFP3 et à minima un FFP2, mais pas un masque chirurgical. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pénurie justement de masques. Cette pénurie pose un gros problème parce que à partir du moment où on n'a pas assez de masques, il faut effectivement les réserver aux professionnels de santé en premier. Mais voilà, en tout cas, quand on a, comment dire, comment faire si on n'a rien? Parce que ça, c'est une vraie question. Mieux vaut une barrière partielle que rien du tout. Mhm. N'importe quel spécialiste ne pourra opposer quoi que ce soit à ça. On entend trop d'épidémiologistes, de spécialistes, de conseillers scientifiques dire mais ça n'est pas vraiment protecteur si on met une écharpe, c'est n'importe quoi, ou une cagoule, ou on se fabriquer son masque, ou réutiliser un masque. Non, je ne suis pas d'accord. Si une écharpe filtre à 40%, ben en tout cas, ce sera mieux que 0%. Et quand on n'a pas de masque, quoi faire? Et quand on est obligé de sortir, quoi faire? Donc, on ne peut pas, franchement, il faut retenir cette phrase, mieux vaut une barrière partielle que rien du tout. Alors, on peut d'une part réutiliser les masques. Je sais bien que j'ai entendu une virologue très connue du nord de la France dire réutiliser les masques, c'est n'importe quoi. Alors, l'argument des spécialistes, c'est de dire qu'un masque chirurgical, par exemple, a une durée de vie de 4 heures. C'est tout à fait vrai. Et on doit le jeter, ça, c'est quand on a assez de masques. Et quand on n'en a pas assez, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, il devient poreux au bout de 4 heures, c'est-à-dire qu'il est trop humide et les particules virales les gouttelettes passent à travers au bout de 4 heures. Donc voilà pourquoi il faut le sécher et le déshumidifier. Et ensuite, si on peut inactiver le virus, c'est encore mieux. Je sais qu'on a critiqué ma proposition d'utiliser le sèche-cheveux pour réutiliser un masque au prétexte que soit c'est pas prouvé, soit c'est toujours les mêmes choses. Mais c'est du bon sens. On sait qu'un coronavirus comme un H1N1, en gros, à 100 degrés, et c'est une thèse d'un virologue justement de Lille qui l'a prouvé, je la cite, peu importe les détails, à 100 degrés, un H1N1 ou un coronavirus est désactivé en une seule seconde. Ah oui.
Oui, une seule seconde. Donc, on prétexte que le courant d'air chaud. Alors, je rappelle le sèche-cheveux en utilisant l'air chaud, pas le sèche-cheveux avec l'air froid. Hein, on s'est bien compris. Il faut donc à la fois désactiver le virus avec l'air chaud. L'argument qui consiste à dire qu'on le fait voler et qu'il pourrait aller plus loin pour être inhalé, s'il est désactivé en une seconde, je pense que ça reste, somme toute, parfaitement logique. Et il faut faire un peu plus parce qu'il faut le déshumidifier. Voilà pourquoi, quel que soit le support, masque, écharpe, cagoule, tout ce que vous voulez, masque artisanaux, il faut les sécher et les déshumidifier de toute façon pour pouvoir les récupérer. Mais attention à la manière, pas n'importe comment. Évidemment, j'ai entendu là aussi des spécialistes dire, mais oui, mais bon, certains veulent passer un coup de fer à repasser, d'autres disent qu'ils vont brûler le masque, d'autres disent qu'ils vont altérer la structure. Ben, écoutez, j'ai une seule réponse à dire. J'ai regardé au microscope, quand on le fait correctement, la texture du masque, d'un simple masque chirurgical, ne change pas. Donc, tout ça, ce sont des arguments, ce sont des foutaises. Il faut simplement ne pas mettre, comme je l'ai dit, le sèche-cheveux. Alors, les sèche-cheveux sont tous différents. Ils peuvent fournir une chaleur qui va entre 100 et 150 degrés. Certains sont trop chauds. À l'extrémité, si on met trop près, on risque de brûler le masque. Et évidemment, là, on le détruit, ça c'est sûr. On altère la structure. On n'a même pas besoin d'un microscope pour le voir, ça se voit. Donc ça, c'est très, très important, la manière. Il faut se placer à 5 cm à peu près d'embouchure du sèche-cheveux et balayer, faire un geste de balayage et non pas de rester. Évidemment, je l'ai conseillé à certains de mes patients. Évidemment que aussi, j'ai eu des retours. Il y a eu des masques brûlés. Il y en a même qui ont essayé de le mettre dans un four. C'est pas forcément une idée idiote. À partir du moment où il y a 100-120 degrés et qu'on le met juste 30 secondes, c'est très bien. Bon, voilà pour ce qui est des masques. Mais je rappelle qu'on pourrait utiliser le sèche-cheveux aussi pour chauffer les vêtements qui auraient pu être exposés. On peut aussi projeter des antiseptiques, mais on n'en a pas 50 millions de tonnes, donc c'est compliqué, tandis que le sèche-cheveux, c'est simple. Donc, et je rappelle, on peut toujours balayer d'un revers de main ça reste très logique scientifiquement. C'est pas n'importe quel virologue ne pourra pas contester que à 100 degrés, un virus est totalement désactivé. C'était la thèse de Swan Firke, dirigée par le professeur Aubert à Lille. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas, sur le comment faire si on n'a rien. Eh bien, c'est mieux que rien de le faire comme ça. Bien sûr. Et du coup, docteur, en pleine période de confinement, pareillement, on entend beaucoup de choses sur son inefficacité, sur son obligation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ça aussi? Est-ce que le confinement, finalement, c'est vraiment utile ou pas? Alors, le confinement, il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'en ralentissant les personnes, en diminuant les flux, ben, on diminue la transmission du virus. Oui, c'est un fait. On a dit qu'il ne fallait pas rassembler, mais le confinement, c'est aussi une forme de rassemblement. Donc le rassemblement, il est nécessaire, mais il est très discutable. Si ce n'est pas la mesure la plus importante, la mesure la plus importante, ce sont les mesures barrières. Le confinement va devenir nécessaire si on applique la totalité des mesures barrières en même temps. Et on a un bel exemple avec encore le Japon. Le Japon a fait un confinement faible, très faible. Ils ont fermé les écoles, fermé les collèges, ils n'ont pas fermé les restaurants, ils n'ont pas fermé les cafés. Ils ont à peine diminué leur activité économique et ils ont, comme particularité, porté à 90% de la population des masques. C'est ça qui fait toute la différence. En Italie, observez bien ce qui s'est passé. On a commencé des premières mesures, c'était pareil au début de Wuhan, entre parenthèses, mais en Italie, on a vu un exemple très puissant de ce qu'il ne fallait pas faire. On a dit, on confine, c'est bien. Et dès qu'on a commencé à confiner, si vous avez bien observé la progression des chiffres, on a augmenté brutalement le nombre de cas et le nombre de décès. Et puis après, le gouvernement italien a dit, on va encore durcir les mesures de confinement. Mais ils ont pris ces mesures qu'il fallait prendre, certes, mais sans penser aux mesures barrières principales. Il y avait quand même beaucoup de gens qui se baladaient sans masque et toutes les autres mesures n'étaient pas édictées et n'étaient pas surveillées. Donc l'Italie a flambé. Et nous, en France, on est en train de prendre les mêmes mesures. Non seulement on dit
qu'on disait en France qu'il ne fallait pas de rassemblement. On a commencé par dire 5000 personnes, puis 1000 personnes, puis 100 personnes. Tout devenait absolument ridicule, puisqu'on laissait passer dans le RER, dans le métro à Paris, par exemple, n'importe qui sans masque. Je rappelle que le RER et le métro parisien sont des exemples de confinement, puisqu'il y a des personnes qui circulent en grande quantité et qui se distribuent le virus largement. Donc tout ça était paradoxal, complètement paradoxal. Donc confinement nécessaire, mais discutable sans les mesures barrières. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur le confinement. D'accord. On assiste aujourd'hui à de vrais soucis par rapport à notre système de santé. On voit ces failles, beaucoup de pénuries, un personnel qui est vraiment pas bien traité, du matériel manquant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Que c'est une catastrophe. Il faut clairement le dire en un seul mot, c'est une catastrophe. Le système de santé français dont on était fier, j'en étais aussi fier, eh bien, ce système, beaucoup de professionnels de santé, à commencer par tous les hospitaliers et surtout eux, n'ont pas cessé depuis au moins une vingtaine d'années, c'est pas récent, de dire que le système de santé se dégradait. Et il s'est carrément dégradé dans les 7 ou 8 dernières années d'une manière vraiment accrue par le déficit de lits, le déficit de matériel, le déficit de personnel, les systèmes de flux tendus pour tout. On a diminué la qualité des soins, ça c'est une certitude. Tous les Français le savent, ça. Pas seulement tous ceux qui ont pu aller traîner dans les hôpitaux le savent. Alors les professionnels, il faut vraiment les saluer parce que travailler dans des conditions comme ça avec un système qui s'est vraiment dégradé, c'est un vrai scandale. Franchement, je le dis. Et je dis qu'il y a eu une véritable inconséquence des gouvernants, pas seulement des gouvernants actuels, mais de leurs prédécesseurs aussi, puisque, par exemple, si on parle des masques, la gestion du stock de masques est une catastrophe. On a fait absolument n'importe quoi. Ça vient pas seulement des gouvernants. Je pointe aussi certains conseillers parce que ces gouvernants, ils ont été conseillés. Les gouvernants prennent des décisions en écoutant leurs conseillers. Et certains conseillers, franchement, il y a beaucoup à redire sur ça. Moi, je voudrais saluer vraiment tous ces professionnels de santé qui ont travaillé et qui travaillent encore et qui doivent faire face, que ce soit les hôpitaux ou nous, les généralistes. C'est très difficile, c'est très fatigant en ce moment. Voilà, il fallait le dire. Et ce système de santé, vous avez quand même des différences qui sont énormes entre, par exemple, le système allemand et le système français. On pourrait y revenir, mais j'en parlerai après, si vous voulez. Si vous avez... C'était ma question. En fait, face à un système défaillant, à des pénuries et à un personnel à bout, finalement, que devrait faire l'État? Est-ce qu'il y a des exemples ou des modèles à suivre? Est-ce que... Alors, l'État, d'emblée, on va mettre pour l'instant la polémique de côté parce que là, on est dans l'action. Et l'action, c'est s'occuper d'épidémies. Voilà, on peut critiquer l'État à juste titre, mais on verra ça plus tard. L'État, que doit-il faire? D'abord, il doit suivre la recommandation de l'OMS. Nous, on est plusieurs médecins à la réclamer. Ça a été et c'est toujours difficile d'obtenir des tests pour des patients qui sont réservés qu'aux formes graves. Alors, on comprend, on ne réservait les tests que aux personnes qui étaient dans des états assez graves. Ça peut se comprendre. Puis après, le raisonnement qui consiste à dire qu'après tout, si les gens vont bien, c'est pas la peine de le savoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le système d'isoler les malades, d'isoler les cas graves, d'isoler les formes bénignes, c'est très important. Et d'ailleurs, l'OMS a lancé il y a 2 jours, je crois, ou même hier, un avis international en demandant un dépistage massif. Donc, je fais partie des médecins qui réclament ce dépistage massif. Ensuite, l'État, qui était déficient dans sa gestion des stocks, doit augmenter les capacités de production. Alors, il le fait, mais d'une façon tellement microscopique. Je vous donne un chiffre, 6 millions de masques par semaine. Dans les faits, voilà, moi, généraliste, j'ai reçu de ma pharmacie 6 masques FFP2 hier. C'est à pleurer. C'est ridicule. Vous savez que les Japonais ont distribué 600 millions de masques pour un mois à une population de 126 millions d'habitants.
Deuxième chose, après le dépistage massif et l'augmentation des capacités de production de masques, et pourtant ce serait facile, hein, quelques millions d'euros sur la table pour créer des usines et augmenter énormément ces capacités, c'est possible. Face à des milliards qu'on va être obligé de dépenser ensuite à cause du coût économique, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut vraiment pas réfléchir, mais agir tout de suite. Et puis, vous avez le rôle de l'État, c'est de durcir le respect du confinement et des gestes barrières. Pour le moment, on observe que ça reste encore folklorique. Personne ne respecte. Vous avez d'abord parce que le message n'a pas été clair. On n'a pas dit qu'il fallait vraiment avoir une barrière sur le visage, quelle qu'elle soit. On dit ben non, ben, s'il n'y a pas de masque, ben, vous mettez rien. Ça, je suis contre ça. Par ailleurs, on demande aux forces de l'ordre d'intervenir. Mais les forces de l'ordre, où est la crédibilité? Quand les forces de l'ordre interviennent en disant bah, écoutez, rentrez ou on vous verbalise, mais vous voyez des gardiens de police qui interviennent sans masque, d'abord qui risquent pour leur propre vie, en côtoyant des personnes pour les verbaliser ou leur faire des remarques. Le message n'est pas du tout clair. Pour que le message soit clair, il faut que toutes les professions aient un masque. Donc j'insiste sur ça et évidemment le respect du confinement. Et puis, il faut décupler les moyens sanitaires, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment aligner les moyens financiers pour avoir plus de respirateurs, augmenter les chambres de réanimation. Bon, la France est en train de le faire, mais d'une façon encore comme ça, avec une gestion au jour le jour. Et c'est là l'inconséquence. La différence, regardez, observez bien, elle est criante entre la France et l'Allemagne. Les chiffres d'hier soir le montrent, l'Allemagne a 0,3% de mortalité sur les cas détectés, c'est-à-dire 44 morts sur 15 000 et quelques cas, et l'Allemagne fait un dépistage massif. La France ne fait pas un dépistage massif, elle a 12 000 cas et 450 décès, et ça fait un taux de mortalité de 3,5%. C'est énorme la différence. On ne l'explique que parce que le système allemand est plus performant que le nôtre, un point c'est tout, c'est très clair. Voilà. Alors les gouvernants devront rendre des comptes, ça c'est sûr, plus tard, et ce n'est pas l'objet du sujet de maintenant, ils devront rendre des comptes plus tard de leur inconséquence. Comment dire, j'ai entendu trop de conseillers, franchement c'est scandaleux, je le dis très clairement. On a dit, qu'a fait l'État? L'État a dit que ce n'était pas nécessaire que si on n'était pas malade, ce n'était pas nécessaire de porter un masque. Tout ça dans un souci d'économie de masques. Mais quand on dit ça, on envoie comme message que finalement, si on n'est pas malade, ben, après tout, on risque pas grand-chose. En fait, si, on risque. D'abord, on peut être porteur sain, on peut transmettre, et ensuite, on peut l'attraper si on n'a pas une barrière devant son nez, devant sa bouche. Donc, ce message était contradictoire, pas clair. Comment voulez-vous que la population le comprenne? Ensuite, j'ai entendu dire, quand même, des hauts responsables de la santé publique dire ce virus ne flotte pas dans l'air, à propos d'une journaliste sur Euro Disney. Je suis désolé, mais oui, c'est un virus qui flotte dans l'air, justement. C'est-à-dire que les aérosols sont bien dans l'air, donc la transmission est bien aérienne. Donc, dire ça, c'est un message absolument contradictoire. Je vois bien ce qu'il a voulu dire. Il voulait parler des postillons, des gouttelettes qui tombaient dans l'air et que, évidemment, il faisait pas allusion aux aérosols qui, eux, restent dans l'air un certain temps. Et puis, d'autres responsables ont dit le masque chirurgical, c'est à peu près pareil que le masque FFP2. Je crie au secours. Et j'ai entendu une responsable du gouvernement dire je ne sais pas mettre un masque. Oui, c'était très drôle. On l'a relayé. Non, mais ça, c'est proprement incroyable. C'est incroyable. On a, avec plein de conseillers, je ne sais pas mettre un masque, mais c'est grave de dire ça. Je le dis très clairement. Alors, ce n'est pas le moment de polémiquer parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est agir dans l'action et donc, il faut retenir le dépistage massif, la capacité de production, durcir le confinement et le respect des gestes barrières et décupler les moyens sanitaires. C'est ça le plus important pour l'instant. À d'autres, à des commissions d'enquête plus tard, de faire leur travail. Ce n'est pas l'objet du moment. Voilà. Bien sûr. Et justement, du coup, on est en recherche de vaccins pour ce virus. On a entendu parler de beaucoup de traitements qui sont à l'essai actuellement, comme la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça? Parce que, encore une fois, Internet, et c'est notre principale source d'information aujourd'hui, c'est un petit peu flou et pas très compréhensible.
En fait, voilà, on étudie beaucoup d'antiviraux, plusieurs molécules ont été étudiées et sont encore étudiées en Chine. La Chine dit d'ailleurs qu'elle va contrôler son épidémie à titre personnel, et je n'engage que moi, j'en doute. Je ne pense pas. Sur la base du fait que le 21 février, c'est un article des radiologues chinois ont fait une cartographie de la répartition du virus en Chine. La Chine avait déclaré que l'épidémie était contrôlée dans la province du Hubei et les provinces limitrophes. La réalité, c'est que sur à peu près la totalité du territoire chinois, à ce moment-là, au 21 février, il y avait déjà au moins 500 cas détectés dans chaque province. Il suffit d'aller voir l'article et on peut très bien le voir. Et au même moment, déjà, dès le 21 février, la Chine déclarait qu'elle commençait à contrôler l'épidémie. Donc, je doute un petit peu de ça. Alors, ils étudient les antiviraux, mais il faut quand même les saluer parce qu'ils ont fait un confinement avec des gestes barrières qui, au final, s'est révélé efficace. Ils ont fait un confinement dur, avec des gestes barrières durs. Tout le monde a absolument porté des masques. Et ça a été efficace, en tout cas, sur les chiffres donnés. Après, dire que l'épidémie est terminée en Chine, ça, j'en doute. On étudie des molécules antivirales, mais le problème des antiviraux, c'est que ça coûte cher. D'abord, il faut le dire, comment traiter des millions de personnes avec des antiviraux? Ça, c'est une vraie discussion. La chloroquine, et d'ailleurs, il faut vraiment saluer le professeur Raoult, dont on a tiré à boulet rouge de certains conseillers scientifiques sur différentes chaînes ont tiré à boulet rouge sur lui, au prétexte avec des prétextes extrêmement fallacieux. C'est à croire qu'il ne s'était pas renseigné sur qui était ce professeur. C'est tout simplement l'un des meilleurs spécialistes du monde en maladie, excusez-moi, en maladie infectieuse. Il est à Marseille et c'est lui le premier qui a eu l'idée d'utiliser la chloroquine, qui est un médicament pour le paludisme. Et il s'est dit qu'après tout, ça pouvait avoir une action intracellulaire et inhiber la réplication des virus. Et c'est ce qu'il a prouvé. Les Chinois ont relayé, ont fait une petite étude sur une petite cohorte qui s'était révélée très intéressante, mais c'était seulement sur 10 personnes, la première étude. Et maintenant, le professeur Raoult mène des études et on attend avec impatience ces résultats. Voilà. Après, moi, à titre personnel, ça reste modeste, mais c'est logique. On sait que le coronavirus est très fragile, c'est-à-dire qu'à 56 degrés, on commence à le désactiver. À 60 degrés, d'après toutes les études, en gros, vous avez en quelques minutes, à 60 degrés, le virus est inactivé. Donc ça, on le sait, ça n'a rien d'extraordinaire. On le sait d'ailleurs même pour plein d'autres virus, ils ont des petites différences entre eux, mais ils sont extrêmement fragiles à la température. Donc d'où l'idée d'essayer d'étudier des protocoles d'inhalation d'air chaud. Alors c'est pas du tout une idée qui m'est propre, elle n'a rien d'original. Ça a déjà été étudié à 4 reprises de manière très sérieuse à Cleveland, en Israël et en Inde, avec le professeur Singh par exemple. Et les 4 études ont conclu à une totale inefficacité de l'inhalation d'air chaud. Mais le problème, c'est que ces études, quand elles avaient été faites entre 1994 et 2004, elles avaient été faites à des températures à 42 degrés, avec en plus un masque muni de trous qui laissait penser que la température inhalée était encore inférieure à 42 degrés. Donc, seuls les Israéliens avaient dit c'est peut-être efficace, il faudrait continuer à étudier ça. Et puis, il n'y a pas eu de suite. On n'a rien fait depuis. Donc, l'idée que j'ai avancée, c'était de dire étudions l'inhalation à haute température. Ça n'a pas été prouvé. C'est pourquoi je propose ça, tout simplement parce que d'abord, il y a une totale innocuité, ça commence comme ça ne coûte rien. L'innocuité, on le sait, on n'a jamais décrit de maladie respiratoire ou de pathologie provoquée par le sauna, par exemple, ou par le hammam. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et ensuite, c'est une idée assez simple qui pourrait se décliner de plusieurs manières. Et l'idée, c'est, pas moi tout seul généraliste dans mon coin, même si j'ai eu aussi une formation de recherche en biologie humaine, il faut diriger des études, il faut diriger des protocoles, mettre en place des protocoles, et évidemment, on finira par les vaccins, et c'est très important. L'Institut Pasteur, il travaille, d'autres, ils travaillent, et on sait que ça avance, mais ça mettra 20 mois encore, probablement, et pas moins. Bien sûr.
Justement, en l'absence de traitement aujourd'hui qui soit vraiment déterminé, avec un confinement qui n'est pas respecté clairement, on l'a vu dans certains départements, c'est une catastrophe, avec une épidémie qui commence à peine, parce qu'on n'a pas encore de pic, enfin on n'a pas encore atteint le pic pour le moment, et avec des rassemblements qui ont été faits là ces derniers temps pour les élections, etc. Quel est le devenir de cette épidémie? À quoi on doit s'attendre sur les prochaines semaines? Alors déjà, ça pose la question déjà tout de suite du retentissement de cette épidémie sur l'activité économique. C'est ça qui est catastrophique, avec un retentissement qui est majeur, qui va fracturer notre société d'une manière importante et la faire souffrir. Ça, c'est déjà une certitude. C'est pour ça qu'il faut résoudre le problème le plus vite possible et qu'il faut vraiment appliquer toutes les mesures en question. On n'a pas trop parlé du retentissement psychologique. Le retentissement psychologique, à mon avis, va être majeur. Beaucoup, parce que je le vois parmi les patients, beaucoup de patients ne viennent plus au cabinet, ont peur, sont angoissés, posent mille et une questions. Moi, mon activité en ce moment, c'est de voir des tas de syndromes grippaux qui sont très probablement presque tous des coronavirus. Alors on va dire, oui, mais on n'a pas fait le test, etc. Mais l'épidémie de grippe est terminée, le rhinovirus, il y en a peu, le métapneumovirus, il y en a peu, le VRS, il y en a peu. On sait, c'est une évidence, le taux de pénétration du coronavirus est d'environ de 1 personne sur 30 à 50, selon les Coréens. Bon, ce taux, on ne le connaît pas en France, je l'ai dit déjà. Ce confinement va être très rapidement insupportable au-delà de 1 mois. Ça va provoquer des catastrophes. C'est-à-dire qu'on va rompre, on risque d'avoir des tas de personnes qui en auront marre et ça risque de faire exploser la société. Cette épidémie, je crois que si on applique les mesures vraiment barrières en premier et qu'on respecte ce confinement, pourrait commencer à diminuer que dans 3 ou 4 semaines, mais pas avant. Ensuite, rien n'est écrit d'avance pour le reste de l'épidémie. Celle de 2003 a duré 10 mois. On ne sait pas du tout combien peut durer celle-là. Le pic, on n'en sait strictement rien. On se base évidemment sur ce qui s'est passé en Chine, mais je pense qu'il faut penser en termes de quelques mois pour la fin de l'épidémie. Ça me paraît raisonnable. Voilà. Au final, docteur, pour conclure, est-ce qu'il y a des choses très importantes qu'il vous apparaît à mettre en avant? Est-ce que… Oui, tout à fait. Pour moi, vraiment, c'est simple. C'est un problème de société. Nous sommes tous des individus différents et nous sommes dans une société et on est dans une communauté collective. Donc, il y va de la responsabilité individuelle de chacun. C'est un devoir de respecter toutes ces règles et ces mesures, et c'est par ce devoir qu'on arrivera à enrayer l'épidémie. Donc, la responsabilité individuelle, ce sera le moteur d'enrayement de l'épidémie, en même temps que les mesures prises par les gouvernants. Et en tout cas, je souligne un point qui est finalement le plus important dans une société, c'est les problèmes d'empathie et de solidarité. Eh bien, il ne faut pas penser que pour soi en disant, voilà, moi je crois que je peux sortir, je peux faire ci ou je peux faire ça. Quand on dit ça, on se fout des autres. Et quand on se fout des autres, eh bien, un jour, soi-même, on peut attraper ce virus. Donc, l'empathie n'a que des qualités. Il faut penser que l'empathie, de toute façon, sert aux autres, sert à soi, sert aux autres, sert à soi en permanence. C'est un couple. Et la solidarité, c'est ça, et c'est le point le plus important. La responsabilité individuelle et le devoir de chacun vis-à-vis des autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Bah, écoutez, docteur, je vous remercie. Excellente journée à vous et à très Merci. bientôt sur le Merci de m'avoir donné la parole.